tranquillement, ramener notre attention à l'intérieur, peut faire un léger sourire à soi-même, et puis arriver dans notre corps et dans notre mouvement. Merci. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là en ce joli jour de début de printemps. Nous sommes 27 participants inscrits là à l'écran, donc un peu plus parce qu'il y a des personnes qui sont à deux sur l'écran, je vois. Bienvenue à vous. Ce soir, c'est une belle rencontre entre le village des Pruniers à travers Frère Dogdin qui vient de nous offrir ce moment de silence avec la cloche et Sœur Luknim qui est là aussi. Peut-être vous pouvez faire un petit coucou sonore pour qu'on vous voit à l'écran. Voilà, Sœur Luknim et Frère Dugdin. Coucou. Ah, on t'entend pas, Sœur. Vous m'entendez? Super. Donc du village des Pruniers et Philippe Blanchet. Bonsoir Philippe. Voilà, avec la Gironde derrière et Laurence Redortier, tous les deux du mouvement Jai Jagat. Euh, voilà. Et si vous êtes arrivé un peu après que je l'ai dit et que vous êtes du mouvement Jai Jagat, notez à côté de votre nom, si vous voulez bien, JJ, pour qu'on puisse savoir voilà, que vous faites partie de ce mouvement. À la facilitation ce soir, Chantal qui va animer cet échange, qui va accompagner cet échange de ces questions. Moi pour la facilitation de la rencontre, Leïla, et pour la technique, nous avons Aude. Aude, tu veux faire un coucou? Bonjour les amis. Armel Bonjour. et Loïc. Bonjour tout le monde. Et si vous êtes OK pour faciliter un partage, parce qu'il va y avoir ce temps d'échange d'abord une méditation avec Frère Dugdin qui va nous offrir ce temps de méditation, puis ensuite l'échange entre Jai Jagat et le village, puis ensuite un partage, je représenterai le partage, hein, c'est un moment où on va partager sur ce qui a résonné pour nous dans ce qu'on vient d'entendre, d'écouter. Et là, s'il y a des personnes qui connaissent la facilitation des partages au village et qui sont OK pour faciliter, vous faites un petit message à Loïc pour vous signaler. Hein, vous devez pouvoir dans le chat vous adresser juste à Loïc pour qu'il puisse savoir qui est OK pour faciliter. On n'est pas très nombreuses et nombreux ce soir, donc on devrait avoir assez de facilitateurs, facilitatrices. Donc, pour commencer cette rencontre, la méditation jusqu'environ, on va dire 17h
15, 17h20, ça va aller Chantal? Ça nous pousse un peu hein, dans notre programme. C'est bon? Frère Dogdine, est-ce que ça va pour toi? Oui. Et puis ensuite, l'échange qui va nous mener jusqu'à 18h05 environ. Je présenterai le partage, comment ça se passe. Et puis le partage de 18h10 à peu près jusqu'à 18h45. Et on aura un petit temps de chant ou méditation à la fin. On a laissé les choses un peu en suspens. Donc on va improviser avec peut-être Sœur Lechnim à la fin. Et je vous présenterai les infos pour les prochaines rencontres. Voilà, je laisse la place à Frère Dogdine. Merci à toutes et tous. Chère famille spirituelle, bonjour à tout le monde. Donc je vous propose de sentir votre corps, trouver une position qui vous convient, qui est suffisamment confortable. Voilà, vous pouvez sentir un petit peu comment votre corps a envie d'être assis maintenant. Essayez de libérer un maximum la respiration, de détendre un peu le corps, vraiment dans une attitude de bienveillance et d'acceptation. Et ramener votre attention tranquillement sur votre respiration. Voilà, si des pensées se manifestent, juste prendre conscience tranquillement de ce qui est là et revenir tranquillement à votre respiration. Je vais commencer avec un son de cloche et puis je vais nous guider dans une méditation de quelques minutes. Quand j'inspire, je suis conscient de mon inspiration. Je sens l'air circuler dans mes narines, entrer, nourrir mon corps. Quand j'expire, je prends contact avec mon expiration. Inspire, expire. Quand j'inspire, je porte attention aux sensations de mon corps, de l'ensemble de mon corps. Je peux sentir l'endroit sur lequel mon corps se repose. Je sens la respiration, toute sensation qui est là, telle qu'elle est. Juste prendre conscience qu'elle est là. Et quand j'expire, je me donne l'opportunité de sentir, de savoir, de réaliser que j'ai un corps qui est là, qui est vivant. J'inspire, je prends conscience de mon corps. J'expire, je sens, je sais que j'ai un corps.
Quand j'inspire, je prends conscience des éléments qui m'entourent dans la pièce dans laquelle je suis. Il y a un ordinateur, des objets, des tables, chaises, quoi que ce soit qui vous entoure. Prendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, de l'environnement autour. Peut-être c'est dans la ville, peut-être c'est dans la campagne. Prendre conscience que nous sommes sur la Terre, dans l'univers. Avec l'expiration, je réalise que je suis en relation avec toutes ces choses. J'apprécie. J'inspire, je prends conscience de tout ce qui m'entoure. J'expire, j'apprécie tout ce qui m'entoure. Avec l'inspiration, je prends conscience de l'écran en face de moi. Je peux soit garder les yeux fermés, soit les ouvrir un petit peu. Je prends conscience de toutes les personnes qui sont là, sur l'écran, pour cette rencontre aujourd'hui. Et avec l'expiration, je prends le temps de réaliser que nous sommes là ensemble. Je peux apprécier pleinement d'être là. Merci, merci frère de Gling pour ce moment qui nous ramène tous ensemble à l'intérieur de nous et à l'intérieur du corps que nous formons ensemble ce soir. Je vais passer la main à Chantal qui va présenter nos invités et qui va accompagner cet échange. Merci frère, merci Leïla. Bonsoir les amis. Donc, je vais vous présenter déjà les deux mouvements ici présents ce soir, les gardiens de la terre, village des pruniers et le mouvement de Jagat que nous avons invité. Alors pour présenter les gardiens de la terre, je vais vous lire leur raison d'être, qui est la plus belle façon, je trouve, de les présenter succinctement, les gardiens, les gardiennes de la terre. Donc c'est d'être une communauté inspirée par les valeurs du village des pruniers, engagée dans un monde meilleur, en harmonie avec le vivant et au service du bonheur de toutes et tous.
vivre, partager, s'éveiller à l'inter-être pour incarner la transformation nécessaire au changement de cap. Voilà, pour présenter succinctement les gardiens et gardiennes de la Terre. Et le mouvement Jedjagat 2030, qui veut dire victoire de tous, victoire du monde, en hindi, est une initiative du mouvement indien non violente d'Ektar Parishad, qui veut dire Forum de l'unité, créé en 1991 et animé par le leader gandhien Rajagopal. Les deux activités principales sont la mobilisation et l'organisation des villageois pour obtenir le respect de leurs droits et le plaidoyer auprès des autorités publiques. Le mouvement Jedjagat œuvre à un monde bienveillant à l'égard de tous les vivants, tout le vivant, où personne n'est laissé pour compte. Un des moyens d'Ektar Parishad est d'organiser de grandes marches, comme celle qui a eu lieu en 2007, Janadech, Victoire du peuple, où 25 000 personnes ont marché 350 km entre Galliore et Delhi, et ils ont obtenu des mesures en faveur du droit de la terre. Une de leurs dernières grandes actions était d'organiser des marches convergentes vers le siège de l'ONU autour du 2 octobre 2020. Il s'agissait d'interpeller les dirigeants ayant adopté en 2015 les objectifs de développement durable 2030 pour que leur définition précise et leur mise en œuvre intègrent la vision et les solutions proposées par les personnes qui souffrent au premier chef de leur non-atteinte. La marche la plus importante est partie de Delhi le 2 octobre 2019. Le 2 octobre, c'est la date de naissance de Gandhi, en 1869. Pour ça, ce choix du 2 octobre. Et elle s'est malheureusement interrompue à Erevan, en Arménie, à cause de la pandémie du Covid. Les démarches, en particulier françaises, se sont rendues toutefois à Genève, depuis leurs différents lieux de départ, et après, le mouvement a choisi de poursuivre son action pour un monde de justice et de paix en s'appuyant sur les intuitions et les énergies qui l'ont animé. Et moi, ce que j'ai envie de souligner dans le mouvement Jedjagat, c'est qu'il, pour moi, dans ce que j'en ai ressenti, c'est qu'il fédère des personnes, des associations qui viennent d'horizons divers, qu'elles soient laïques, religieuses, spirituelles, tout comme au village, tout comme chez les gardiens de la terre ou dans les divers sanghas du village des pruniers, où je rencontre des personnes qui ont des grandes diversités de sensibilités. Et puis, dans les deux formes d'engagement, il y a une aspiration commune, personne n'est laissé pour compte. Ça, c'est quelque chose que je retrouve dans les deux mouvements et qui est important pour moi. Et puis, ce moyen fabuleux qui est la marche. Voilà, pour présenter les deux mouvements. Je vais inviter un son de cloche et puis après, je vais présenter nos deux invités de Jedjagat. Alors Philippe, tu as fait un petit coucou tout à l'heure, mais si tu veux refaire un petit coucou pour que tout le monde voit de qui je parle. Coucou. Donc Philippe, il a travaillé en Inde entre 1878 et 82 avec l'organisation de solidarité internationale Frères des Hommes, et principalement, qui était principalement dans le centre de l'Inde, avec Rajagopal, l'initiateur donc de Jedjagat. Il est engagé dans l'organisation des petits paysans, des intouchables et des peuples racines, les Adivasis, afin de renforcer leur autonomie et qu'ils obtiennent leurs droits. Au cours de son séjour, des amis indiens l'ont sensibilisé aux questions environnementales du point de vue des plus pauvres. À partir de là, l'environnement, comme commun et facteur de lien entre les humains et avec la nature, est devenu son métier pendant 40 ans. Maintenant, il est à la retraite et il partage son temps entre des enseignements et un engagement dans diverses organisations autour de la transition écologique et solidaire, la non-violence et la paix, comme par exemple Jedjagat au niveau lyonnais et international où Philippe est très engagé. Il est aussi père de 4 enfants, j'ai vu une de ses filles à l'écran, et donc de ce fait, il est d'autant plus soucieux d'accompagner les jeunes dans les combats qu'ils ont à mener maintenant. Je vais réinviter un petit son de cloche et puis je vais présenter Laurence.
Laurence, si tu veux refaire un petit coucou. Bonsoir. Voilà, merci. Alors Laurence, pendant 25 ans, a été ce qu'elle appelle une femme active. 3 enfants, un travail très prenant avec beaucoup de déplacements, engagée dans un chemin spirituel autodidacte et toujours sensible à l'environnement. Et à partir de 2018, elle a commencé à sentir de la colère monter en elle. Colère contre notre système économique mondial, contre la suprématie de la culture patriarcale, dont elle a été, dit-elle, complice. Elle ne savait que faire de cette colère. Et en novembre 2018, complètement par hasard, elle a croisé la route de Rajagopal. 6 mois après, elle décidait une parenthèse radicale dans sa vie. Et en septembre 2019, elle était en Inde à partir sur les routes pendant 1 an. Donc elle nous témoignera tout à l'heure de son expérience de la marche. Ce qui l'a mise en route, c'est d'une part la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, et les mots de paix et de justice. Pour elle, la marche était vraiment une évidence. Et dit-elle, elle a beaucoup appris et continue à découvrir la profondeur de cette transformation, ce qu'elle va nous partager. Voilà pour nos 2 invités de Tchitchagat. Puis je vais présenter succinctement nos 2 monastiques. J'invite un petit son de cloche avant. Mon frère Dugdin qui a guidé la méditation. Alors, il est né en 1984 et il est devenu moine zen en 2016. Frère Dugdin me dit qu'il aime les oiseaux libres du ciel et marcher sous la pleine lune. Il aspire à être le soleil et la terre. Voilà, il nous en partagera plus tout à l'heure. Et sœur Luc Nim, bon, si tu veux refaire un petit coucou, parce que peut-être tout le monde ne t'a pas vu, voilà. Donc sœur Luc Nim est une grande sœur du village des Pruniers. Elle vit au hameau du Bois depuis peut-être une quinzaine d'années, peut-être plus. En tout cas, j'ai envie de dire, ça fait une quinzaine d'années que je la vois. Son nom monastique signifie sœur énergie et aussi pouvoir ou force. Mais elle dit qu'on peut aussi l'appeler sœur Emmanuelle. Elle est une bouddhiste engagée dans plusieurs actions. Ça, c'est moi qui l'écris, hein. Elle ne me l'a pas dit. Elle est une bouddhiste engagée dans plusieurs actions, dont celle que nous partageons ce soir. Hein. Et dans tous ses talents, nous apprécions aussi ceux de musicienne et de chanteuse. Voilà, pour nous présenter nos 2 monastiques. Donc, je vais inviter à son de cloche et puis nous pourrons commencer la rencontre avec nos 4 invités. Alors, je donne la parole à Philippe pour que tu nous partages comment tout cela fait écho en toi. Tout d'abord, merci Chantal, merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre et puis du cycle de rencontres que vous organisez. J'ai pu en voir quelques-unes, c'est vraiment intéressant. Puis merci à tous d'être présents. Voilà, alors on va beaucoup parler de marche longue, ça c'est Laurence qui va s'en occuper, et puis de chemin, de cheminement. Et depuis le mois de décembre, on a pas mal cheminé déjà pour préparer cette rencontre. Et dans mon intervention, ce que je voudrais partager, c'est un petit peu le chemin qu'on a fait en partant du titre que nous, on avait proposé, ce sera la première partie, qui était « Rechercher la justice, un chemin vers la paix ». Donc avec la paix comme but ultime, comme résultat de la recherche de justice, qui est quelque chose au cœur, on pourrait dire, de l'ADN de Ekta Parishad et de Jai Jagat. Et puis, ma deuxième partie, ça sera sur le titre final, qui est celui qui nous a été proposé par, en particulier, les intervenants du village du Prunier. Rechercher la justice, marcher dans la paix, où la paix n'est pas un but ultime, mais doit être une quête permanente, doit être un état à rechercher dans la quête de justice. Donc, rechercher la justice, un chemin vers la paix, bon, c'est pas nouveau, je pense que c'est nouveau pour aucun d'entre vous, mais c'est cette idée qu'on ne peut pas avoir de paix véritable sans justice, ou tout au moins recherche de la justice.
On peut ajouter sans reconnaissance de l'égale dignité de chaque personne, fondatrice de ces droits humains. Chantal a rappelé que Ekta Parishad travaille avec des populations défavorisées, donc principalement intouchables, et peuples racines, adivasi, donc les peuples autochtones de l'Inde, dont la dignité est très souvent niée. On peut aussi dire qu'en les adaptant, ces concepts sont adaptés. Ce principe peut être appliqué à nos rapports avec le reste du vivant. Il n'y a pas de paix avec le vivant sans respect, sans justice. Pensons à la destruction de rivières ou de forêts, ce que ça crée à la fois entre les hommes et puis dans l'environnement. Comme je disais, ce principe est au cœur du travail d'Ekta Parishad, de la mobilisation de Jai Jagat, et c'est aussi un des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est le dernier, c'est un petit peu le fait, enfin c'est l'avant-dernier, mais c'est le fait des objectifs de développement durable. Et dans cet objectif, il y a bien ces deux notions de justice et de paix. Voilà, dit comme cela, tout cela apparaît comme de bien grands mots pour mes petites et nos petites épaules. Et de fait, c'est important dans une organisation de pouvoir traduire ces buts dans des actions concrètes à notre échelle. Et c'est là que c'est intéressant de rappeler l'origine de Jai Jagat, comment Jai Jagat a été lancé. Donc les deux initiateurs, Aja Gopal et son épouse, Jilka Harris, ont lancé la Jai Jagat sur la base de deux constats et la prise de conscience d'une nécessité face aux enjeux planétaires. Donc là aussi, il n'y a rien de fondamentalement nouveau, mais le premier constat, c'est l'intérêt, l'efficacité du travail qu'ils ont mené depuis plus de 25 ans avec Ekta Parishad, donc tel que l'a décrit Chantal, d'accompagnement de groupes défavorisés, opprimés, et de voir, et ceci afin qu'ils puissent résister aux multiples violences qu'ils subissent, qu'ils puissent défendre leurs droits de manière non violente, et puis qu'ils améliorent leur situation par des projets concrets, dits constructifs, lancés à leur propre initiative. C'est une dominante, c'est de dire, voilà, il y a des grands enjeux, il faut agir sur ces grands enjeux, mais n'attendez pas tout du gouvernement, n'attendez pas tout de l'administration, n'attendez pas tout de l'extérieur. Vous-même, avec vos propres forces, vous pouvez déjà transformer la situation. Le deuxième constat, c'est à travers les rencontres qu'ils ont eues à travers le monde, c'est l'existence d'initiatives similaires qui sont aussi porteuses, comme les gardiens de la Terre, qui sont aussi porteuses d'enseignement. Et la nécessité face aux enjeux planétaires, c'est celle de relier ces initiatives entre elles pour qu'elles apprennent les unes des autres, qu'elles partagent leur expérience, qu'elles réfléchissent aux meilleures stratégies à mettre en œuvre et puis qu'elles coopèrent dans leur mise en œuvre. Voilà, cette solidarité internationale est très importante de façon générale, mais particulièrement pour moi. Comme l'a rappelé Chantal, les premières années de ma vie active, elles se sont passées en Inde. Et j'ai gardé ce souci de la solidarité internationale et ce souci de réfléchir à nos problèmes et à la façon de répondre à nos problèmes en étant toujours en lien, en étant questionné par des gens qui viennent d'autres pays, en particulier les populations qui souffrent le plus des désordres de notre monde. Voilà. Et c'était très important pour moi qu'elle soit spécifiquement dans le cadre de Jai Jagat ou en relation avec d'autres organisations, particulièrement membres du collectif. Je pense en particulier à Génération Lumière, qui est composée principalement de jeunes Africains. Actionnaire de Peuple Solidaire, par exemple, qui nous a permis de rencontrer des cueilleuses de babassou, qui est une noix de coco du Brésil. Enfin, une rencontre extrêmement forte. Et puis le mouvement pour une alternative non violente, je donnerai un exemple. Le mouvement pour l'alternative non violente, le MAN, qui anime notre collectif lyonnais. Toutefois, la solidarité internationale, elle reste difficile à mettre en œuvre. Et puis, Jai Jagat, manque parfois de moyens, d'organisation pour la faire vivre dans la durée et le quotidien. Et c'est là que c'est important pour moi et pour d'autres de pouvoir s'ancrer dans un collectif lyonnais, s'ancrer dans le local. Et nous avons la chance d'avoir un collectif lyonnais Jai Jagat qui regroupe plusieurs organisations et qui fonctionne relativement bien.
Et dans ce collectif, finalement, nous arrivons chacun avec ce que nous sommes, avec nos engagements. Alors, ça peut être des engagements associatifs, mais ça peut être aussi des engagements professionnels, des engagements familiaux. Et on apporte aussi notre expérience, les liens, les initiatives avec qui nous sommes en contact. Et sur cette base, nous développons à travers des marches, beaucoup de marches, mais aussi des conférences, des rencontres, des formations. Nous favorisons la découverte des actions possibles dans différents domaines et nous favorisons des échanges, une mobilisation plus large. Comme au début du mois, nous avons eu une marche à travers le quartier La Guillotière à Lyon autour du vivre ensemble et nous avons rencontré de nombreuses initiatives autour de ce vivre ensemble dans ce quartier qui est un quartier mélangé et qui est mélangé depuis de très nombreuses années. Ça se compte en dizaines d'années, voire en siècles. Voilà. Et cet engagement local, il a aussi, j'y reviens, des dimensions internationales. Et en particulier, mercredi, nous avions une rencontre organisée par le MAN sur l'éducation à la paix et à la non-violence à destination des enfants et des jeunes. Et dans cet échange, il y avait des partenaires canadiens qui sont membres de Jayagat aussi, français bien sûr, haïtiens, israéliens et palestiniens, donc œuvrant pour la justice et la vie ensemble en Israël et en Palestine, et sénégalais. Donc, on pourra revenir concrètement sur ce genre d'échange dans la discussion. Et de fait, dans tout ce que j'ai dit, c'est sous-jacent, mais ce qui est une dimension fondamentale de Jayagat, c'est la non-violence, à la fois comme philosophie et comme mode d'action, et c'est la volonté de travailler sur des moyens concrets de développer et de promouvoir la non-violence dans tous les secteurs de la vie économique et sociale et politique, de diffuser des pratiques non violentes et tout particulièrement des pratiques de résolution des conflits. Donc, il n'échappera à personne que notre société, à la fois nationale, européenne, particulièrement en ce moment, et internationale, est profondément conflictuelle. Alors, les conflits, les agresseurs, on peut en parler, mais même nous, dans notre recherche louable de justice et de prise en compte des enjeux écologiques, nous pouvons être amenés et conduits parfois à générer plus de conflits, voire de violences, en l'absence de moyens de résolution non violents de ces conflits. L'action est déjà à la base, l'action pour la justice, y compris non violente, amène à révéler des situations de domination et d'exploitation profondément violentes, bien que cachées, voire bien que cachées, on peut penser aux violences faites aux femmes sous les différentes formes. Et ces violences cachées sont admises et, dans tous les cas, souvent non sanctionnées. C'est ce qu'on voit par rapport aux violences faites aux femmes. Et révéler ces violences peut apparaître comme finalement, être violent en soi parce qu'on révèle une violence qui est sous-jacente. Et on peut générer des conflits. Et c'est là que le titre qui a été donné à notre échange est important. Au-delà des outils et des pratiques non violentes, il y a donc ce besoin pour nous de faire de la paix, non pas un but ultime, mais comme le suggère le titre, quelque chose, une recherche permanente, la recherche d'un état, que ce soit l'objet d'une quête intérieure et d'un effort collectif pour que nos passions, potentiellement destructrices, y compris de nous-mêmes, ne prennent pas le dessus. Le manifeste Jayagat parle de briser certaines spirales de notre comportement, alors je dis agressif et cupide, je commenterai peut-être après, afin d'atteindre un niveau de conscience plus élevé au sein de notre humanité intégrale. Et à cette notion de paix, de recherche permanente de la paix, je voudrais ajouter quelque chose qui, pour moi, est indissociable, et on verra que ce n'est pas pour moi, j'ai des prédécesseurs illustres, qui est la recherche individuelle et collective de la vérité. Et je pense que cette recherche de la vérité, elle est fondamentale aujourd'hui quand on parle de ces fake news, de ces vérités alternatives, ou quand on parle par rapport à l'action de certaines multinationales, de la fabrique du doute et du mensonge, c'est-à-dire comment la connaissance scientifique est utilisée pour créer le doute sur la réalité des changements climatiques, sur la réalité des dégâts de certains pesticides, au risque d'ailleurs de mettre en cause la science elle-même et tous les chercheurs qui font un travail intègre pour développer cette science. Et puis, on peut aussi parler, dans la recherche de la vérité,
le refus de reconnaître et d'affronter parfois des passés douloureux. La guerre avec l'Algérie, hein, c'est d'actualité aujourd'hui, ou la mémoire de l'esclavage. Nous avons terminé la marche en début du mois sur la place Abdelkader, de l'émir Abdelkader à Lyon, qui a été un homme qui a résisté à la colonisation française, mais qui était soufi et qui a œuvré pour sauver les chrétiens à Damas à un moment de sa vie, et qu'il y a tout un ensemble de démarches pour honorer sa mémoire. Et dans la ville d'Amboise, où il a été interné, il y a eu une statue qui devait être érigée et inaugurée. La veille, elle a été détruite par des personnes qui n'admettent pas qu'on rende hommage à un Algérien qui a combattu la France. Voilà. Et ces deux notions, d'ailleurs, il y a deux notions essentielles, et je conclurai là-dessus, dans la non-violence gandhienne, et deux notions tout aussi importantes. La Ahimsa, que, en tant que bouddhiste, vous connaissez bien, la non-nuisance en pensée, en parole et en acte, que Gandhi a adopté à partir des sagesses jain et bouddhistes. Donc, qu'on traduit par non-violence, mais c'est vraiment non-nuisance. Et puis, la deuxième notion, c'est la satyagraha. Donc, on peut traduire, satya, c'est la vérité, on traduit généralement par la force de la vérité, mais c'est plus l'étreinte, l'attraction de la vérité, comment la vérité nous guide de nos pas. Et c'est dans cette perspective à la fois de non-violence, de recherche de la paix, de recherche de la justice, de recherche de la vérité, que le combat commun pour la justice n'est pas destructeur, mais fait que le monde est un peu meilleur grâce à l'action de chacun de nous. Merci. Merci Philippe, merci. Laurence, est-ce que tu as envie de compléter sur comment c'est pour toi? Alors moi, je vais parler vraiment au nom d'un témoin d'une expérience. Je suis toujours très impressionnée par la vision globale et politique de Philippe. Ça m'apporte toujours quelque chose parce que, en fait, moi, j'ai juste vécu une marche. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous témoigner. Chantal le disait en me présentant, moi je suis ce que en fait je suis une citoyenne totalement normale du monde de l'entreprise, dans une vie qu'on pourrait qualifier de bourgeoise, très confortable, etc. Et puis un petit accident de vie, une séparation, et certainement, ce que je disais aussi, un chemin spirituel complètement autodidacte, c'est-à-dire quelque chose qui se passait, que je faisais, mais sans savoir exactement ce que je faisais, des rencontres, un travail personnel, etc. Et donc, des choses qui se passaient dans ma vie, mais de manière très tranquille. Et puis en 2018, ouais, je pars de là parce que c'est quand même vraiment pourquoi j'ai voulu interrompre cette vie extrêmement confortable dans laquelle j'étais. J'ai senti à partir de 2018, oui, vraiment un sentiment intérieur de colère, et je sentais que que je m'emportais sur un sujet, par exemple, il y a un sujet qui était terrible, c'était les accidents cardiaques chez les femmes. Voilà, quand je parlais de ça, qui ne me concerne pas du tout, je m'énervais parce qu'on ne s'était jamais intéressé aux maladies de cœur des femmes. On disait que c'était des dépressions, que c'était... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des sujets comme ça, je ne sais pas pourquoi, et je m'emportais. Et puis, je constatais ça. Et un jour, complètement par hasard, enfin un soir, complètement par hasard, je passe devant un café. Et là, il y avait la présentation par Raja Gopal d'une marche indienne. C'était 20 heures, j'avais rien à faire, j'étais un peu déprimée. Je vois des gens qui étaient dans ce café. Je me dis, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Je regarde l'affiche et je rentre dans le café. Et là, il y avait Philippe qui parlait, qui présentait cette marche. Et là, je me suis dit, waouh, quand même, c'est incroyable. Il y a des gens dans leur vie qui vont prendre un an de leur vie pour aller marcher comme ça. On ne sait pas pour les ODD, pour la paix. Et
Et alors, j'étais loin, 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 loin de tout ça. Moi, le lendemain, j'avais mes réunions avec mes clients, voilà, donc j'étais très, très loin. Et puis, finalement, ça, c'était en novembre, et puis ça cheminait. Je me suis rapprochée du collectif de Lyon, etc. Et en juin, là, je me suis dit, mais non, il faut que j'y aille, il faut que je parte. Je ne peux pas rester avec cette colère. Je ne sais pas ce que je veux en faire. Je ne sais pas ce que je ne savais pas du tout pourquoi. Mais en tout cas, en juin, quand j'ai décidé, je me suis dit, il faut que j'y aille et que je me mette que je me donne le pouvoir d'y aller. Et alors, quand j'ai pris cette décision, je me souviens avoir une séance de yoga le soir, et j'étais sur mon tapis de yoga, et je crois que ça a été la meilleure séance de yoga que j'ai pu avoir. Où là, je me suis sentie, mais alors, voilà, comme inondée, hein, d'une évidence, et de l'absence de doute. C'est-à-dire, il faut y aller, c'est ça. Et puis, vas-y, vas-y. Et donc là, j'ai entrepris une négociation avec mon patron pour pouvoir me libérer. J'ai discuté avec mes enfants, avec leur papa, pour savoir si tout allait bien, si c'était possible. Et en 1 mois et demi, j'ai réglé mes problèmes financiers. Il fallait aussi que je puisse... j'ai un appartement, donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a pris l'appartement pour 1 an. J'ai pu le louer. Enfin, tout s'est enchaîné avec une facilité incroyable. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé, je n'ai plus peur. Et tous mes amis autour de moi, mais qu'est-ce qui va se passer? Et comment vous allez être logé en Inde? Et qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'est-ce que tu vas faire au retour? Et etc., etc. Plein de questions anxiogènes. Et en fait, à toutes ces questions, je répondais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je verrai. Et ça, c'est cette espèce de liberté avec zéro peur. Voilà, à partir du moment où j'ai décidé, je n'ai plus eu peur. Et je ne savais rien de ce qui allait m'arriver. La seule angoisse que j'ai eue, c'est que Jagat, qui bouclait les candidatures fin juin, ne m'accepte pas. Voilà, ça a été mon gros stress, c'était que je ne sois pas acceptée dans la marche. Parce qu'à partir du moment où moi j'étais partie, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas y aller. Et il fallait absolument que je sois en Inde, que je voulais être en Inde en septembre. Voilà, et donc je suis partie sur cette marche, mais en ne sachant pas du tout et en n'ayant aucune projection sur ce qui allait m'arriver. Je ne savais pas pourquoi je partais. Moi, j'avais entendu les mots de paix, de justice, de marche gandhienne et de vivre cette expérience, voilà, et de vivre quelque chose. Et donc, je suis partie sur ces chemins avec les Indiens à la rencontre d'eux. Et je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, ça n'a pas été facile tous les jours. On était un groupe d'international, il y avait les Indiens, des chocs culturels, des chocs d'attente, de représentation. Enfin, voilà. Donc, je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je suis partie avec zéro attente. Je suis partie avec la phrase de Gandhi, c'est avec cette image, c'est soit le changement que tu veux voir. Et donc, je me suis dit, moi, je change. Je ne sais pas comment, mais je suis là. Je suis là et je vais suivre. Et donc, pendant les 2 premiers mois, je me suis mise complètement en suiveuse de cette marche, en suiveuse de ces Indiens, en suiveuse et sans jugement, voilà, dans le milieu français et étranger, c'était assez compliqué parce qu'on entendait, il y avait beaucoup de critiques parce qu'on n'était pas du tout dans la sociocratie, on n'était pas du tout on ne tenait pas compte de nous les étrangers, on tenait pas, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient critiquées et moi j'étais là en me disant mais attends, d'abord je sais plus, voilà, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et puis en fait, finalement, le fait de suivre, et puis alors pour moi, ça me faisait un bien. Je me levais le matin, ça me posait des questions, je suivais. Et moi qui étais toujours dans l'action, à manager toutes mes orgues, toutes mes choses, ma famille, mon boulot, etc. Mais quel bonheur de suivre, de se laisser porter. Et ça m'a donné une liberté qui était d'aller au-devant de la population indienne.
et, et d'être avec. Voilà, on traversait les villages, on avait tous ces Indiens qui étaient là, qui nous accueillaient, qui nous donnaient des, on appelle ça, des colliers de fleurs, voilà, qui nous donnaient à manger, etc. Et tous ces gens avec qui on ne pouvait pas communiquer si ce n'était par le regard et les sourires. Et petit à petit, je sentais en moi monter des... Waouh, c'était chaud tout ça. J'avais vraiment des beaux moments avec toute cette population. J'étais bien. Et puis, il y a eu des Indiens qui sont venus marcher avec nous pendant 10 jours, notamment un groupe d'Indiennes. Et ces femmes, je ne sais pas pourquoi, j'allais m'asseoir à côté d'elles pendant les conférences. Et puis, elle me massait un petit peu. Puis, voilà, et on rigolait. On faisait... Et puis, plus ça allait, chaque jour, on se retrouvait de plus en plus. Et puis, on a essayé de parler. Elles m'ont confié des choses avec le Google Translation. On a essayé elles m'ont parlé de la violence qu'elles avaient dans leur couple, de la dureté de la vie. Quand je leur ai posé la question si elles aimaient leur vie, elle disait non, on n'aime pas notre vie, il nous tarde d'être ailleurs. Et elles étaient ça, et tout ça avec le sourire, et en riant. Et ça, et donc je raconte ce passage, ce moment-là, pourquoi? Parce que pour moi, c'est aujourd'hui un des plus émouvants que j'ai vécu et que je revis là. Et ces femmes qui étaient donc des Adivasis du village, il a fallu qu'on se sépare un jour. Elles sont parties et on était sur la route et elles sont parties. Voilà. Et puis on s'est quittés très, très émus. Et là, je pars en pleurant. Je revis ça là en ce moment et c'est des moments merveilleux. Et donc, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir notre, comment il s'appelle, notre Sadhu à côté qui marchait avec nous. Et puis je lui dis, pourquoi je pleure là? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a dit finalement une des phrases qui m'aura le plus touchée, c'est, il me dit, tu leur donnes ce que tu as de plus précieux. Ah bon? Il me dit, donc, il me dit, tu leur donnes l'amour. Moi, je n'avais pas mis de l'amour derrière ça. Il me dit, tu leur donnes de toi, de ton temps. Voilà. Bon, ok. Je suis partie avec ça et je savais, et j'ai pas bien, voilà, il me parlait en anglais, je me disais, est-ce que j'ai tout bien compris, etc. Et puis, j'ai marché, j'ai continué à marcher. Et cette phrase, elle est revenue tout le temps dans ma tête. Tu leur as donné de toi, de ta présence et de l'amour. Et voilà, et je crois qu'une de mes plus grandes leçons que j'ai eues, c'est peut-être ça, où j'ai beaucoup gagné. J'ai beaucoup gagné en présence, en lumière, en fait, avec ces femmes. Et je suis impressionnée d'être encore si émue en vous le racontant. C'est aussi ça. Merci de m'offrir cette possibilité de me reconnecter à ça. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, ça réveille aussi tout ça, quoi. Cette rencontre de la population, c'est tout ça. Et alors, je ne sais pas si c'est une marche vers la paix, je ne sais pas si c'est... oui, en fait, effectivement, c'est des moments où j'ai ressenti beaucoup de paix, quoi, en moi. Je ne sais pas ce que ça fait pour le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et bon, voilà, je ne savais pas du tout ce que j'allais vous partager ce soir, hein, j'avoue. J'avais... comme ma marche, je suis partie, je me laisse porter et je dis à l'instant ce que j'avais envie de dire, voilà, ce qui me semblait intéressant, enfin, en tout cas, ouais, ce que je ressentais de dire, voilà. Et voilà, je crois que j'ai envie de m'arrêter là. Merci Laurence pour ce moment présent, la spontanéité du moment présent. Frère Dugdim, est-ce que tu nous inviterais un joli son de cloche, de grosse cloche, et puis
Peut-être Sœur Lucnim, comment ça fait écho tout ça en toi? Je pense qu'il y a plein de choses présentes. Merci. Merci à Philippe et à Laurence pour vos partages. Alors, je vais être un petit peu moins structurée que Philippe, certainement. J'irai plus dans la même mouvance que Laurence et juste me laisser guider par ce qui vient. En réfléchissant sur ce thème de rechercher la justice, marcher dans la paix. Donc c'était clair pour moi et pour la tradition du village. Thay, notre maître, nous rappelle souvent qu'il n'y a pas, ou ça ne vient pas de Thay, c'est un proverbe, il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Donc c'est un peu la même idée de cette marche dans la paix et pas vers la paix. Voilà, c'est à chaque pas, on génère cette énergie de paix. Une paix qu'on pourrait relier à la non-violence. Et on sait que pour, du coup, là, atteindre la justice, ça ne peut pas se faire dans la violence, puisque l'injustice est déjà par elle-même une forme de violence. Donc, pour lutter contre l'injustice, il nous faut être nous-mêmes la paix. Okay? Vous ne pouvez pas offrir quelque chose si vous ne l'avez pas. Donc, si on essaie de lutter contre les injustices, dans le but d'œuvrer pour la justice, et qu'on arrive avec de la violence, avec de la discrimination, le bien, le mal, l'ennemi, nous on est du bon côté, eux ils sont du mauvais côté, ça ne va pas aller bien loin. Okay? C'est quelque chose qui, par exemple, a été très frappant pendant la dernière COP 26, où un petit groupe de monastiques sont allés à la COP 26. Et donc, voilà, j'essayais de suivre un peu ce qui se passait aussi à l'extérieur de l'enceinte, avec notamment les activistes, les jeunes. Et dans leurs propos, c'était en montrant derrière le bâtiment où il se passait la COP 26. Et ce sont nos ennemis, il faut... voilà, il y avait le vocabulaire ennemi, 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 parce qu'il y a tellement de frustration et de rage, et voilà, qu'il y en a marre, et j'étais devant l'écran, et je me disais, est-ce que ça va vraiment les aider, nous aider à venir ensemble pour essayer de trouver une solution? Rendre justice. Pour rendre justice, il faut la parole et l'écoute. Depuis de nombreuses années, il y a différents courants, notamment ce qu'on appelle la justice restauratrice, où on essaye de rendre la dignité, le respect à tous les protagonistes. Sans dire, OK, toi, tu as fait le mal et toi, tu es du côté du bien.
Donc, on s'occupe du bien et on ne s'occupe pas du mal. Et dans la tradition bouddhiste, dans la recherche de la vérité, puisque Philippe, tu as mentionné vers la fin cette recherche de la vérité, il y a les fameuses 4 nobles vérités. La première découverte du Bouddha et le premier enseignement du Bouddha, c'était sur les 4 nobles vérités et le chemin octuple pour sortir de la souffrance. Et la première vérité, c'est l'existence de la souffrance. La souffrance fait partie de l'existence, de notre vie. Et les inégalités font aussi partie de la vie, du vivant. Le petit poisson se fera manger par le gros poisson. Par contre, nous, les êtres humains, nous avons ce truc qu'on appelle le contrat social. Et j'ai fait un peu des études de philo avant, donc je me suis un peu embarquée là-dedans quand j'ai réfléchi à, voilà, quand je me suis amusée à regarder en profondeur ce sujet. Et notamment John Rawls, donc un philosophe américain, qui a pensé à la société juste sur 2 principes. Donner le plus de liberté à tous. Et on connaît ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Et l'autre, c'est un deuxième principe. Donc je vais citer. Les inégalités qui existent n'ont le droit d'exister qu'en tant qu'elles profitent à tous. C'est-à-dire que celui qui est en bas de l'échelle, dans notre contrat social, c'est lui ou elle ou eux qui vont avoir les aides. Et c'est dans notre contrat social. Or, ça, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Dans ta présentation, Philippe, tu parlais aussi il ne faut pas attendre de l'extérieur que voilà, les organisations, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui prennent les décisions fassent les choses, mais que nous aussi, qu'on peut faire des choses aussi à notre échelle. Mais on peut aussi, voilà, c'est sur les 2 plans. Il ne faut pas lâcher l'un pour l'autre. De construire la paix, Laurence, tu l'as mentionné, l'amour. Parce que dans l'amour, il y a la liberté, le vrai amour. Un amour inclusif. En Inde, les intouchables, le Bouddha, tout le monde pouvait être ordonné. Même, voilà, il y a même des histoires justement d'un meurtrier. Voilà. Le Bouddha, quand il voyait que la personne était sincère et prête dans la pratique, peu importe la caste. Donc, grandir dans cette inclusivité, dans cette équanimité, ça demande aussi une grande compréhension, une vision profonde que nous ne sommes pas séparés, que si nous étions nés, pas en Europe, mais en Afrique subsaharienne ou dans un pays qui connaît la sécheresse ou ou en Inde, chez les lépreux, etc., on est de la même espèce. Et quand on voit l'autre,
comme un miroir, comme soi-même, que ce soit le PDG de Total ou que ce soit les familles africaines ou en Inde, ou notre relation à soi-même change. Dans le titre, rechercher la justice, marcher dans la paix, il y a une notion de mise en mouvement, il y a un mouvement qui est là. On recherche, quand on recherche quelque chose, c'est qu'on n'est pas satisfait, c'est qu'on n'est pas arrivé encore. Et c'est pour ça aussi que dans la deuxième phrase, on est dans la paix. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de courir dans le futur, on n'est pas dans... on est ancré dans le moment présent. Pour nous éviter d'être emportés par des perceptions, des idées, des souhaits, et pour rester dans la parole juste, la pensée juste et l'action juste. Les 3 domaines de l'action, ou karma, si on veut, qui font partie du noble chemin octuple. Et comme vous le savez dans notre tradition, la pleine conscience, revenir au moment présent, être conscient de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, en étant ancré dans le présent le plus longtemps possible pour développer une certaine concentration, peut nous permettre de toucher cette réalité qu'on est tous interconnectés. Dans ton partage, tu avais mentionné promouvoir le dialogue de la paix, notamment avec des groupes israéliens et palestiniens. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fait aussi au village, et que Thaï a inauguré il y a peut-être 20 ans maintenant, et qu'on se tient à continuer. Et on fait venir des Palestiniens ici pour qu'ils puissent toucher la paix, mais quand ils arrivent, wow, c'est un autre monde. Les 3 premiers jours, ils ont du mal à y croire, à se sentir à l'aise, parce que c'est tellement paisible, tout le monde est tellement bienveillant, voilà, ils n'ont pas l'habitude. Et une fois qu'ils se sentent en paix, on peut dialoguer, on peut toucher un peu le cœur des uns et des autres. Sur le CNIM, le temps y passe. Je vais finir. Donc la dernière chose, peut-être importante, c'est cette recherche individuelle et collective. De marcher à l'intérieur, de renouer les liens à l'intérieur, notamment aussi avec les émotions, nos émotions, savoir prendre soin de nos émotions face à ce qui se passe dans le monde. Donc, savoir prendre soin de la souffrance et l'autre côté,
générer la joie. Parce qu'il y a tellement de souffrance dans le monde que si nous voulons aider, c'est-à-dire mettre les mains là où il y a la souffrance, aller là où il y a la souffrance, il faut qu'on ait un bagage, un grand sac à dos avec du bonheur, de la joie de vivre. Voilà, sinon on s'écroule. Ok ? Donc cette recherche individuelle et aussi cette recherche collective qu'on connaît bien, là, nous tous, présents, puisqu'on fait partie de au moins un, voire peut-être plusieurs groupes, et on sait à quel point c'est important de s'entraider et de créer des choses ensemble. Et n'ayons pas peur de viser loin, d'avoir des objectifs, des beaux objectifs, même si ça nous semble irréalisable, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut y aller. Donc, on marche ici, maintenant, dans la paix, mais il y a quand même cet horizon qui nous donne cet élan de vie et de prendre soin du vivant. Et je vous invite, pour les personnes qui ne connaissent pas le village ou la tradition bouddhiste, à peut-être visiter notre site, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui mettra le lien, sur les 5 entraînements à la pleine conscience. Le premier entraînement, c'est justement sur le respect de la vie. Les 5 entraînements à la pleine conscience, et pour ensuite être encore plus engagé dans la société, les 14 entraînements à la pleine conscience qui sont très riches. Donc même si vous n'êtes pas bouddhiste, même si vous n'êtes pas de la tradition du village, ça peut être voilà, on va dire du matériel pour une réflexion, pour voilà, un petit plus pour nous aider sur ce chemin. Je vais donc finir puisque le temps est fini. Merci beaucoup. Merci, grande sœur. Oui, le temps, le moment présent et le temps, ça serait aussi un bon thème. Oui, le temps passe, mais tant pis, on aura un partage moins long. Moi, j'ai envie de demander à Frère Dugdim de comment ça fait écho tout ça en toi, sans être trop long, sinon il y aura plus de temps de partage. Mais quand même, voilà. Et puis on pourra continuer dans le partage en petits groupes après. Oui, bon, merci. N'hésite pas à me faire un petit signe quand c'est le moment, d'accord? Hmm, Alors c'est bon, déjà le merci moment, beaucoup. c'est pour ça qu'il voilà. Hein. Mais Oui, d'accord. Je prends quelques instants. Merci, ma sœur, pour ton partage et tous ces éléments de regard profond. Merci à Philippe et à Laurence aussi pour vos partages qui m'inspirent beaucoup. Moi, Gandhi est peut-être une des personnes principales qui m'a aidé à rentrer sur un chemin spirituel, qui m'a beaucoup inspiré et manière d'agir dans la non-violence, très important pour moi. Et j'étais très touché par le partage de Laurence quand tu nous parles de cette rencontre avec ces femmes où ouais, je sens combien ça t'a apporté à toi et je me dis que probablement ça leur a apporté beaucoup à ce moment-là, à ces personnes-là, qu'il s'est vraiment passé quelque chose de réel pour vous. Et j'ai aussi beaucoup de joie à m'imaginer moi-même marcher avec vous et à la rencontre avec les gens et voilà, de vraiment essayer de cultiver la fraternité pendant la marche. J'imagine qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent,
des choses faciles et belles et agréables, et des choses aussi difficiles, des défis et toutes sortes d'émotions qui se manifestent à l'intérieur, et dans le groupe et avec les gens autour. Et ouais, je sens qu'il y a vraiment un processus qui se fait. Ça résonne aussi avec des expériences que j'ai moi et que je projette un petit peu en vous imaginant marcher ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi qui est de l'ordre de se faire justice à soi-même et de écouter profondément ce qui se passe dans notre cœur. Qu'est-ce qui est vraiment important et quelles sont les priorités, quelles sont les choses que je veux vraiment honorer, et qu'est-ce qui peut faire du bien au monde, et comment l'incarner, comment faire que chaque pas dans ma vie incarne ces choses-là que je trouve importantes quand je regarde ce qui se passe en moi et quand je regarde ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc merci beaucoup, beaucoup pour votre engagement, et bien sûr, ça résonne avec l'engagement des gardiens de la terre et puis le mien en tant que moine. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude que nous puissions faire ensemble, en parallèle finalement, des choses qui vont dans le même sens et qui se complémentent en fait. Chacun agit autour de lui, autour d'elle, et à sa façon. Et on marche ensemble finalement sur un chemin de paix et de justice et de justesse et d'amour. Voilà, merci beaucoup. Je vais peut-être laisser l'espace pour que tout le monde puisse avoir un temps pour partager. Merci beaucoup de votre partage, Laurence, Philippe et ma chère sœur Laknim. Et voilà, à tout de suite dans le partage. Merci frère, merci à vous quatre. Bien sûr que on pourrait continuer, mais on va continuer en petit groupe. Donc je repasse la parole à Leïla. Merci Chantal, merci beaucoup à vous quatre pour cet échange profond que nous allons pouvoir prolonger, non pas pour en discuter, pour donner nos points de vue sur ce qu'on vient d'écouter, d'entendre, mais plutôt pour partager sur qu'est-ce que ça fait résonner en nous maintenant, qu'est-ce que ça a fait résonner dans ces différentes paroles qu'on accueille en nous. Ça vient nous rencontrer là où on est nous aujourd'hui. Et l'espace du partage dans la tradition du village, c'est un moment d'écoute profonde. Donc la personne qui parle, et les autres offrent juste leur oreille et leur cœur, juste pour accueillir cette parole. Et la personne qui parle n'a pas du tout besoin d'expliquer, de convaincre, de défendre quoi que ce soit. C'est juste, on pose ce qui est là pour nous. On vient mettre en circulation ce qui est là pour nous. Une autre règle importante du partage, c'est qu'on ne s'interrompt pas. Et alors pour ça, peut-être le plus simple, c'est de faire un petit signe. Vous avez vu, nous, quand on prend la parole, on fait ce signe-là. Et puis quand on a fini, on peut faire ce signe-là aussi. Comme ça signifie à tout le monde qu'on a terminé. Mais vous pouvez aussi signifier que vous avez envie de prendre la parole en faisant un petit coucou ou vous voyez, en bas, là, dans les réactions, vous pouvez faire un petit signe, un sourire, un signe de la main, ce que vous voulez. Et donnez votre prénom. On donne notre prénom et on rend la parole à la fin. On va avoir suffisamment de temps parce qu'on n'est pas trop nombreuses et nombreux ce soir, donc on va avoir suffisamment de temps. Veillez à ce qu'il y ait de l'espace pour chacune et chacun. Et ce qu'on dit ici, ça reste évidemment ici, c'est des choses, voilà, l'aspect de confidentialité évidemment, on garde ça entre nous. Si j'oublie des choses, j'invite les personnes qui vont être facilitatrices, et je sais que Loïc m'a dit que c'était tout bon, tous les groupes sont faits, à repréciser ce que j'aurais oublié
pour qu'on puisse garder tout notre temps pour les partages. Je vous dis à tout à l'heure dans une demi-heure, c'est ça Loïc, hein? On se donne 30 minutes? Merci. Et vous allez être dans différentes salles, donc ça va se faire tout seul. Vous avez juste à vous laisser emmener. Ouais, merci Leïla, oui c'est tout bon. On a quatre salles et donc les facilitatrices vont être pour aujourd'hui Flore, Leïla tu vas en faire partie, Chantal et Geneviève. Voilà, donc je vais vous envoyer dans les salles de partage. À tout à l'heure. J'espère que chers amis, j'espère que ces partages vous ont nourri. Peut-être un son de la grande cloche, frère Dugdin, pour... Merci, merci beaucoup. Alors normalement on finit par une méditation. Là on a la chance d'avoir Sœur Loknim qui je crois peut nous chanter quelque chose ce soir et on aime tellement sa voix et le partage de son chant. Alors je te laisse te préparer Sœur et peut-être je partage les infos comme ça t'as le temps de... Ça va? Ok, on fait comme ça. Comme on est un peu pris par le temps ce soir. Donc on a d'autres rendez-vous qui vont venir dans les mois prochains. Le plus proche, ça sera le 21 mai. Donc c'est notre prochaine rencontre en ligne, hein, le 21 mai. C'est pas tout à fait proche, mais c'est dans 2 mois. Nos rencontres en ligne, c'est tous les 2 mois. Hein. Donc dans 2 mois, et il nous faut du temps pour préparer tout ça quand même, une rencontre avec les colibris, le mouvement des colibris. On est très content de faire notre part ensemble dans 2 mois avec les colibris. Puis on aura notre pause estivale qui sera une pause probablement pleine de floraison et de fruits pour nous. Et donc on va se donner le temps pour préparer plein de belles choses pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. Et en septembre, on se retrouve le 17 septembre pour une prochaine rencontre et on garde la surprise. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va partager avec vous. On a plein d'idées, plein d'envies. On vous en dira plus le 21 mai, donc soyez présentes et présents le 21 mai. Et en attendant, on ne saurait trop vous suggérer d'aller sur le site des gardiens, gardiennes de la Terre, et Loïc va vous mettre les liens, Loïc, Aude, Armel vont vous mettre tous les liens à la fin comme ça, ils resteront bien. Voilà, parce qu'il y a plein de ressources. Hein. Si vous allez dans les 21 jours ou si vous allez dans COP26, vous avez plein de ressources pour pratiquer en ligne avec nous. Et on est en train de faire un gros travail pour rendre ces ressources encore plus accessibles pour vous dans vos sanghas, pour vous tout seul chez vous et peut-être pour les activistes aussi, pour soutenir la paix à l'intérieur de nous et marcher dans la paix. Voilà, chers amis, je passe la main à Sœur Loknim pour un final avec sa merveilleuse voix. Merci Leïla. J'aimerais vous offrir une chanson un peu comme une méditation. Donc ça va, j'ai pas trop de complexe puisque la chanson du début était en hindi, c'est comme ça qu'on dit. Donc si c'est en anglais, ça va. C'est une chanson assez simple, basée sur notre maître écrit des calligraphies, très simple. Et donc c'est une chanson qui est basée sur quelques-unes de ces calligraphies. Donc je vais vous les lire. La paix en soi, la paix dans le monde. Donc cette idée que on retourne d'abord en soi
pour pouvoir offrir quelque chose au monde. The way out is in. Les solutions, la sortie du problème se trouve à l'intérieur de nous. Quand on a résolu nos souffrances, quand on a compris nos souffrances, alors ça se débloque. Et c'est là aussi où on peut aider à l'extérieur. La compréhension est la base de l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne comprend pas cette personne. Je suis chez moi, je suis arrivé. Dans la dimension ultime, dans la dimension du sacré, du spirituel, je demeure, je marche. Peace in oneself. Peace in the world. The way out is in. The way out is in. 'Cause understanding is love. 'Cause understanding is love. I have arrived. I am home. I have arrived. I am home. In the ultimate, I dwell. In the ultimate, I dwell. Peace in oneself. Peace in the world. The way out is in. The way out is in. 'Cause understanding is love. 'Cause understanding is love. I have arrived. I am home. I have arrived. I am home. In the ultimate, I dwell. In the ultimate, I dwell. Un grand merci, Sœur-Jacqueline. Quelle belle manière de terminer ce moment ensemble. Hein, c'était
On a parlé de marche et dans notre pratique, la méditation marcher est vraiment une pratique importante qui transforme notamment nos colères, comme nous le partageait très joliment Laurence. Et là, c'était une méditation chantée. C'est bon aussi, la méditation chantée. Chers amis, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à notre newsletter en allant sur le site. Loïc vous a mis le lien, gardien de la terre.earth. On est très fiers du point Earth. Voilà, et puis voilà, vous recevrez toutes les infos comme ça. On reste en lien avec vous. C'est une joie que vous soyez présents à nos rendez-vous. Et c'était vraiment un grand bonheur d'entendre Philippe et Laurence parler ainsi avec votre cœur de votre mouvement. Ça nous donne envie d'approfondir. Merci pour la rencontre avec frère Dugdin, sœur Luknim. Merci et bienvenue à toi, frère Dugdin, qui nous rejoignait pour la première fois ce soir aux gardiens, gardiennes de la Terre. Et c'était tout de suite dans le grand bain. Bravo. Et peut-être pour se quitter, un joli son de la grande cloche que tu nous offrirais. À bientôt, chers amis. 21 mai, notre prochaine rencontre en ligne. Si jamais vous avez envie d'inviter des monastiques à vos marches, n'hésitez pas. Je pense que beaucoup d'entre nous seront très contents de vous rejoindre pour des marches pour la paix. Nous sommes, comme vous le voyez, jeunes et dynamiques. Et ce serait un grand honneur de pouvoir rejoindre ce mouvement international et de marcher dans la paix ensemble. Nous avons très envie de vous inviter. Voilà, et je voulais dire qu'effectivement, nous avons marché avec un moine zen pendant deux mois, un moine zen japonais qui nous a accompagnés avec son gong et son myorengue pendant des heures et des heures. Voilà. Je vous accompagnerai avec la guitare, moi. Voilà, il a apporté une autre dimension à cette marche, c'était assez extraordinaire. Voilà. Super, on reste en contact et éventuellement faire des choses ensemble pour se nourrir et s'aider et apporter nos éléments ensemble. Merci beaucoup. Merci, et je pense qu'on peut dire la même chose pour tous les gardiens, gardiennes. On est inspirés par vos manières de marcher, et on a envie de marcher ensemble. Merci aussi à toute l'équipe technique qui a fait un super travail. Et merci à toi, Chantal, pour avoir accompagné cet échange et introduit et présenté. Merci à vous tous, les amis. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. À bientôt, Philippe.